je vous propose de démarrer. Donc, Étienne Daucher, bonjour et bienvenue. Bonjour Alexandre. C'est pour nous aujourd'hui un grand honneur de te recevoir parce que, comme partenaire des conseils du commerce extérieur, la Fabrique de l'exportation nous a choisi aujourd'hui pour lancer son manifeste pour l'exportation française, pour le renouveau de l'exportation française, dont tu vas nous parler. Et nous sommes à ce titre très honorés. C'est particulièrement d'actualité, non seulement comme tous les plans de relance, mais particulièrement en ce début d'année, de trouver un nouvel élan et de proposer un peu de réflexion au-delà de la simple année 2021, car nous découvrons à quel point, en effet, quand on fait des plans, il faut mieux les faire sur plusieurs années, le court terme n'étant jamais une certitude. Étienne, tu as une formation d'ingénieur et d'économiste, tu es polytechnicien, et tu es aussi un entrepreneur. Tu es à la fois un entrepreneur et un penseur pour l'international. On te décrit souvent aussi comme, de toi-même, un logiciel pour l'international et l'export, quelqu'un qui à la fois sait le vivre au quotidien et prend du recul et se projette au-delà de ce quotidien. En 2012, tu as cofondé et tu présides depuis la Fabrique de l'exportation. Cette fabrique est un lieu de partage sur la pratique de l'international. Il réunit académiques et professionnels dans le but d'enrichir les approches des uns et des autres et d'améliorer ainsi la culture et la pratique de l'exportation en France. Chez les CCE, nous savons à quel point c'est en effet important et un labeur inlassable. Tu es le président d'honneur aussi de l'OSCE, la fédération professionnelle qui représente les sociétés d'accompagnement et de commerce international. Tu es vraiment très engagé dans l'international pour la France. Le manifeste que tu nous présentes aujourd'hui est le résultat d'un travail qui s'appuie sur les recherches et les recommandations de nombreux chercheurs en commerce international. Il prolonge les réflexions engagées en 2020 dans le cadre du groupe Solex, Solutions pour l'exportation. Beaucoup d'entre nous connaissent. Il lance un appel, ce manifeste, pour que tous les opérateurs de l'exportation française, entreprises et accompagnateurs prennent en compte le plus complètement et le plus rapidement possible les lignes de force qui permettront le succès sur la période 2021-2030. Sans plus attendre, Étienne, je te passe la parole pour que tu nous parles et que tu lances officiellement ce manifeste. Merci beaucoup Alexandre pour ton accueil. Merci à tous d'être présents. Ça fait très plaisir de venir présenter ce manifeste devant les CCE, puisque les CCE sont vraiment un réseau privilégié pour la transformation de l'exportation française. Je pense qu'on a tous en tête, quand même assez clairement, et bien sûr on va en parler lors de cette réunion, combien il est nécessaire, combien il est important et combien il est urgent même de réfléchir aujourd'hui à comment être plus efficace à l'international, en particulier pour ce qui concerne les PME et les ETI. Ici, on est vraiment sur une réflexion sur l'internationalisation des PME ETI plus que sur les grands groupes. Tu as parlé de court terme et de long terme. On va voir dans cette présentation que certaines des transformations, des changements sont encore en gestation et sont encore des signaux faibles, mais qui vont s'exprimer probablement comme signaux forts d'ici quelques années. Mais on voit aussi que la transformation des entreprises ne peut pas se faire à court terme. Les visions sur, par exemple, la décarbonation de l'offre n'est pas quelque chose qu'on peut décréter en quelques mois, c'est vraiment l'affaire d'années. Et donc, il faut avoir une vista de où on veut aller dans ce domaine comme dans d'autres, si on veut être au rendez-vous des marchés en temps utile. Alors, je vais, dans cette présentation, donc, je vais partager mon écran pour présenter un certain nombre d'illustrations. J'ai voulu montrer, en fait, si vous voulez, un certain nombre de transformations, mais les montrer sous forme visuelle. J'ai pensé que ça serait peut-être plus facile à communiquer et plus agréable à partager avec vous. Je vais donc dérouler toute une série d'illustrations sur les signaux faibles et les signaux forts des transformations du commerce international. Et puis ensuite, je reprendrai un peu les conséquences en termes donc, de stratégie et d'organisation des entreprises. Alors, notre manifeste, juste en 2 mots avant d'attaquer sur le manifeste, en fait, moi, je suis un exportateur à la base de services logiciels pour les banques et j'ai cette chance d'avoir un marché qui est très homogène
est très comparable d'un pays à l'autre, de sorte que les solutions qu'on fait pour un pays sont assez faciles à revendre sur un autre pays ou sur une autre banque. Et donc, du coup, aujourd'hui, on travaille pour une quarantaine de banques dans le monde, dont 3-4 françaises, mais bien sûr, toutes les autres donc, dans le reste du monde. Donc, on a assez vite, en tant qu'entreprise, été amené à avoir une approche, ce qu'on appelle la stratégie globale de niche, donc un positionnement assez serré sur un marché assez serré, mais qu'on essaie de capter globalement. Et on va voir que cette stratégie, ce type de stratégie, commence à monter en puissance sur les PME et ETI qui s'internationalisent. Le manifeste, il est composé de 4 défis. Le premier, c'est de bien voir le terrain de la croissance. Le terrain, c'est-à-dire à la fois le terrain géographique, mais aussi les terrains de la compétition, les terrains, toutes les caractéristiques de cette croissance des années 2021-2030. Et on va voir aussi que ces terrains impliquent des changements de stratégie. On va voir que, par exemple, la volatilité des marchés oblige à des stratégies beaucoup plus multi-pays et moins incrémentales. On va voir qu'il y a une attente, disons, il y a des transformations de stratégies à opérer qui impliquent des transformations des compétences. On a vu dans cette crise des commerciaux export qui, avant, voyageaient 3 semaines par mois, rester chez eux pendant un an, j'exagère un peu, mais pendant 80% de leur temps. Voilà, il y a des compétences nouvelles, il y a des compétences différentes. Il faut falloir rebattre un peu les cartes aussi des compétences. La coopération interentreprise, c'est un point qui a un peu émergé dans cette crise et qui, à mon avis, il faut emmener plus loin pour la structurer beaucoup mieux et en faire une manière d'acquérir de la compétence et du savoir. Et puis notre pays a toujours un peu, et ça je pense que les CCE, vous êtes tous assez sensibles à ça et vous participez à l'évangélisation de ce pays en termes de commerce international. On reste un peu sur un récit un peu ancien du commerce international. On doit vraiment le renouveler et changer un peu de braquet dans ce domaine-là si on veut continuer à nous transformer et à nous adapter au monde de la décennie à venir. Le premier point, vous allez me dire, c'est OK, on va s'adapter pour la croissance, mais est-ce qu'il y aura une croissance sur 2021-2030? Alors, j'en sais rien, mais il y a plusieurs facteurs importants qui laissent penser qu'il y aura une croissance assez forte. La première, d'abord, c'est qu'il y a tout simplement, et c'est le graphique qui est en bas à droite, il y a tout simplement, si vous voulez, un effet de rebond. C'est-à-dire qu'il y a eu 2020 une récession globale sauf en Chine, mais à la fin, le solde net est négatif partout. Et donc, du coup, vous avez un rebond 2021, 2022, le rebond qui devait être sur un an, finalement sur 2 ans, ça peut être sur 3 ans. Il y avait un phénomène de rebond, on ne peut pas approfondir plus que ça, parce que vous voyez tous et vous êtes tous dessus, mais il y a un rebond. Et même ce rebond, si vous voulez, ce n'est pas un élastique, c'est-à-dire que vous n'avez pas, on ne tire pas sur le ressort et après il revient à la position d'avant. Le rebond, cette croissance 2021, 2022, 2023, elle va se jouer quand même sur des critères différents. Et donc, ce n'est pas parce que vous avez des parts de marché en 2019 que le rebond va vous les rendre. Voilà. Donc ça, il faut bien différencier le rebond, la reprise des marchés, de les parts de marché. Les critères d'attribution de ces parts de marché, on va en parler. Ensuite, le deuxième, si vous voulez, phénomène intéressant, toujours dans le rebond, c'est que le commerce international est reparti beaucoup plus vite qu'on ne pensait, en tout cas dans certains pays. La Chine a retrouvé son niveau d'exportation, l'Allemagne a retrouvé très vite son niveau d'exportation, la France est en train de retrouver son niveau d'exportation. C'est l'illustration en haut à droite. C'est assez surprenant, mais tout le monde disait non, mais le commerce va se languir. Le commerce a l'air de rattraper plus vite que les activités domestiques. C'est quand même un élément très important à prendre en compte. Ensuite, l'illustration en haut à gauche, c'est tout simplement qu'un certain nombre de pays avaient des trajectoires de croissance très bien établies, la Chine, mais aussi l'Afrique, d'autres pays d'Asie, etc. Et finalement, ils retrouvent, il y a la courbe en V, et puis vous retrouvez votre croissance. Et donc, du coup, vous avez cette possibilité donc d'avoir de la croissance embarquée. Donc, c'est des croissances liées à la démographie, à l'urbanisation, à la montée en compétences, à la technologie, etc. Et puis, vous avez cette espèce d'illustration en bas à gauche qui n'est pas terrible, mais qui illustre la digitalisation. Et je voudrais revenir là-dessus parce que je pense que c'est un facteur de croissance durable.
L'idée, si vous voulez, c'est que la digitalisation et les technologies en général ont comme principal frein, alors évidemment, c'est un peu un ingénieur qui vous parle, hein, mais ont quand même comme frein l'adoption. C'est-à-dire que quand les gens adoptent massivement une technologie ou une technique, eh bien, vous avez un effet d'accélération sur la croissance et ce, de façon durable. Il faut prendre quelques comparaisons dans le passé. J'ai tiré d'un article de The Economist de la semaine dernière qui développait cette thèse, qui dit, voilà, pendant la Première Guerre mondiale, on a embarqué les femmes dans le travail. Il y avait des gens qui étaient pour, il y avait des gens qui étaient contre, il n'y avait pas de consensus, disons, social sur ce sujet. Mais la Première Guerre mondiale a mis tout le monde d'accord, il fallait que les femmes travaillent, et donc les femmes ont travaillé. Et ça a ouvert sur toutes sortes de révolutions, je ne vais pas développer ici, mais vous voyez bien qu'à partir du moment où les femmes étaient importantes, eh bien, c'était assez logique de leur donner le droit de vote, etc. etc., etc. Et donc, il y a une adoption à un moment donné qui dit, voilà, le travail des femmes, ben, c'est dans la société, c'est OK pour tout le monde, et c'est un consensus de la société. Le travail, l'industrialisation de masse, dans l'industrie de défense, mais après la Deuxième Guerre mondiale, dans l'industrie de défense pendant la Deuxième Guerre mondiale et après dans toutes les industries, c'est le consensus de production sur lesquels les gens se sont mis d'accord. C'est comme ça que les pays ont gagné la guerre. Hein. C'est ceux qui avaient la plus grosse industrie de défense industrialisée, qui pouvaient produire le plus grand nombre d'avions, de bateaux, tout ça. Et bien, on s'est retrouvé un peu avec cette logique pendant 20-30 ans, ce qu'on appelait les 30 glorieuses, production de masse, etc. Là, qu'est-ce qui nous a sauvés, disons, dans cette crise, ou qu'est-ce qui nous a plus ou moins sauvés? C'est quand même le digital. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu le digital, cette crise aurait été une catastrophe bien, bien pire. Et donc, il y a un consensus qui s'est créé sur le fait que le digital était utile. Il y avait des gens qui pensaient que c'était bien, par exemple, la caméra sur les ordinateurs, il y avait des gens qui mettaient beaucoup de gens mettaient des petites pastilles ou des petits post-it pour cacher la caméra. Oh, là, la caméra, si vous voulez, c'est le point de départ de presque toutes les activités de toute journée de travail aujourd'hui. Mais pas que, c'est aussi la consommation, c'est développé sur Internet. Donc la digitalisation, il y a une adoption massive, on va bien sûr en reparler. Et il y a aussi un consensus social, c'est-à-dire que les gens se sont dit, bon, évidemment, on va essayer de ne pas vivre toute notre vie comme ça, mais ça nous a été très utile et on voit en quoi ça peut nous être utile dans le passé. Donc ce n'est pas forcément un changement à 100%, mais là aussi, c'est un changement du curseur. Le curseur, l'équilibre entre ce qu'on veut faire par le digital et ce qu'on ne veut pas faire par le digital, a nettement changé, on va en parler. Et ça, si vous voulez, c'est des gains de productivité embarqués, des millions, mais même des milliards de personnes qui ont adopté de nouvelles manières de travailler, des nouvelles manières de collaborer, des nouvelles manières d'acheter, de choisir, et ça se retrouvera quelque part dans une croissance, dans un surplus de croissance, parce qu'encore une fois, c'est la diffusion des technologies qui souvent alimente la croissance. C'est d'ailleurs le premier point de ce manifeste, c'est justement quels sont les nouveaux territoires de cette croissance, et on va les prendre un par un. Il y a des dimensions un peu géographiques au départ, ensuite il y a la digitalisation, la décarbonation, et puis les modes d'entrée, car ces nouveaux terrains obligent à être un petit peu, à aborder les marchés de manière un peu différente. D'abord, le premier point, c'est d'aller chercher la croissance là où elle est la plus vibrante, la plus significative. L'image que j'ai voulu mettre ici, c'est la candidature hier, c'est très récent, du Royaume-Uni au Trans-Pacific Partnership Agreement, donc qui réunit plutôt des pays d'Asie avec un leadership japonais et australien et un certain nombre de pays de l'ASEAN. Cette alliance, donc ce mouvement du Royaume-Uni qui a été préparé depuis plus d'un an, bénéficie déjà donc du soutien d'un certain nombre de pays. Il n'est pas sûr que ça va réussir. Mais bon, c'est quand même un signe, si vous voulez, très important et c'est le rationnel, bien sûr, qui sous-tend leur mouvement, du fait que la croissance, la technologie, le marché, la consommation, la classe moyenne, la masse, s'est installée, s'est trouvé un barycentre très, très fort en Asie. C'était déjà assez clair avant, mais ces choses-là se sont un peu accélérées avec la pandémie. En tout cas, sur la décennie à venir, je pense que la croissance asiatique sera le cœur de la création de valeur mondiale. Ce n'est pas très original. Ce qui est original, c'est comment on essaye d'en tenir conséquence, d'en prendre des conséquences. Alors, juste, je pense que les Anglais, comme tout le monde, ont lu ce genre de chiffres, qui est que la création de valeur, les PIB supplémentaires créés en 2019, c'était la Chine 33%, l'Asie, le reste de l'Asie 30%, donc 63% sur la zone Asie. Donc,
La création de valeur en 2019, elle s'est concentrée surtout en Asie. La création de valeur en 2018 était un petit peu plus favorable à la zone euro, qui au lieu d'être à 4 était à 7. La création de valeur en 2020, elle est 100% en Asie, puisqu'il n'y a que l'Asie, il n'y a qu'un pays d'Asie qui a créé de la valeur en 2020. Voilà. Et sur les années à venir, je pense qu'on aura cette création de valeur assez forte en Asie, et que ça, c'est un point qui est central dans la manière de concevoir à la fois nos stratégies, nos modes d'entrée, comment on peut prendre une part de cette croissance qui est quand même une croissance organique, plus une croissance de transformation, parce qu'il y a aussi donc toute la transformation des secteurs qui s'applique en Asie. Il y a toute une croissance organique qui est à prendre. Mais ça, on va en reparler avec les modes d'entrée et les stratégies. En tout cas, le terrain, c'est quand même un terrain très asiatique. Si on zoome un peu sur les pays sur lesquels il y aura la plus grande création de valeur, encore une fois, création de PIB supplémentaire, bien, en fait, vous avez là la Chine, l'Inde, les États-Unis, l'Indonésie, la Turquie, le Brésil, l'Égypte, la Russie, le Japon, l'Allemagne. Ce sont soit des pays qui sont déjà riches et qui ont une croissance décente, correcte, soit ce sont des pays qui ne sont pas encore très riches, pas un très grand PIB, mais qui ont des fortes croissances. Et donc, du coup, à force de faire 7%, 7% par an pendant 10 ans, ça fait x2. Et donc, x2, depuis 30 ans, au bout de 30 ans, ça fait des PIB très importants. Donc voilà, vous avez là une photo un peu différente de la photo classique des cartes export des entreprises françaises. Pas antinomique, mais enfin, disons que l'Indonésie n'est pas sur la roadmap de beaucoup de PME françaises, la Russie les moins, l'Égypte les rarement, la Turquie, c'est pas toujours le cas. Bon, ces pays-là, qui sont les pays dans lesquels se créera le plus de valeur entre 2020 et 2030, eh bien, ils ne sont pas toujours sur les routes de nos PME et de nos ETI. Et donc, il faut trouver des moyens pour les y amener. On va revenir ensuite là-dessus. Je voudrais juste faire un zoom sur l'Afrique. Non pas que l'Afrique sera une des régions du monde où se créera le plus de valeur sur la décennie à venir, mais peut-être sur la décennie d'après. Bon, là, j'ai fait une photo de quelque chose qui, à mon avis, est assez frappant. C'est quelles seront les plus grandes villes du monde en 2100. Alors, vous allez me dire, 2100, c'est très, très loin. Oui, d'accord, mais c'est un mouvement qui est déjà engagé. Et vous voyez que dans ce top, je ne sais plus si c'était un top 10 ou un top 20, en tout cas, vous avez plus de la moitié des villes qui sont des villes africaines. Lagos, Kinshasa, Dar es Salaam, Khartoum, Niamey, Nairobi, 2 villes de Malawi que, pour être honnête avec vous, j'ignorais l'existence, le Caire, Kampala en Ouganda, Lusaka en Zambie. Enfin, très impressionnant. Cette urbanisation africaine, elle embarque énormément de besoins dans la construction des infrastructures, bâtiments et travaux publics, mais plus largement. Et elle alimente une croissance qui est un petit peu différente de celle qui est un peu spécifique. J'ai voulu juste illustrer parce que peut-être c'est un signal un peu plus faible, disons, que la croissance asiatique, qui elle est beaucoup plus massive et beaucoup plus flagrante. La croissance africaine, elle se fait en ce moment pas mal alors l'image en haut à gauche, c'est, si vous voulez, un hypermarché, c'est-à-dire la croissance classique des pays émergents qu'on a connu au Mexique, qu'on a connu en Chine, qu'on a connu en Pologne il y a 30 ans. Donc, c'est des schémas assez classiques, la voiture, l'embouteillage, le parking, l'hypermarché. En haut à droite, je rappelle que progressivement, ces pays, notamment ceux de la zone éco/CFA, ont accès aux dettes en euros. Et donc, du coup, aujourd'hui, la dette privée, la dette sur le marché obtenue par les pays africains à 30 ans est à 2-3%. Donc, ce qui change quand même beaucoup la donne d'un continent qui a été sous-financiarisé et sous-financé. Et donc, s'il peut commencer à se financer par lui-même sur les marchés, ça va changer beaucoup, beaucoup la donne. Vous avez un autre facteur de croissance qui est, disons, tout ce qui est en bas à gauche, petits équipements pay-per-use. Donc là, c'est un kit de batterie solaire pour alimenter deux lampes et une télévision. Et vous mettez vous avez cet équipement gratuitement, mais vous mettez un petit peu d'argent avec votre téléphone portable pour amortir le prix de l'équipement. Vous avez toute cette capacité d'innovation, disons, au niveau très, très, très bas de la pyramide, très low cost.
Vous avez l'économie donc informelle, qui est l'illustration centrale en bas, qui représente entre 20 à 60% du PIB. Et donc, du coup, quand on vous dit que le PIB, c'est 100, ben, en fait, la réalité de l'activité économique, c'est plutôt 200 parfois. Et puis, vous avez sous cette technologie disons, du paiement digital, du paiement par mobile, qui révolutionne et voilà, saute au-dessus de la carte Visa et arrive directement au paiement par mobile. Vous avez une croissance qui est un peu différente, mais qui est très créative, très intéressante et qui est très soutenue. Mais bien sûr, l'assiette de PIB étant assez faible, eh bien, même si vous faites x2 sur le PIB de la Côte d'Ivoire, ça reste, si vous voulez, un PIB à la fin qui est relativement faible par rapport à ceux qu'on a aujourd'hui en Asie. Mais le chemin, à peu près celui de l'Asie, il y a 20 ans, et donc la trajectoire est tout à fait comparable. Et donc, il y a un intérêt réel à mettre des pieds et mettre des pions dans ces territoires aujourd'hui où les droits d'entrée sont beaucoup plus bas que sur les droits d'entrée en Asie. Un deuxième phénomène qu'il faut bien appréhender sur les 10 ans à venir, c'est la régionalisation du commerce. Alors, elle n'est pas prouvée, mais il y a quand même pas mal d'éléments qui tendent à prouver que les blocs commerciaux ou les grandes puissances vont avoir envie de favoriser l'intégration du commerce à l'intérieur de leur zone par opposition au commerce donc, entre les blocs. Ça va de pair avec un discours qui soutient l'achat local ou l'achat national. Ce sont deux concepts un petit peu différents. Mais voilà, donc ça c'est une équation, une articulation qui n'est pas simple. Est-ce que les pays vont se refermer sur eux-mêmes? Sûrement pas. Est-ce qu'ils vont continuer à promouvoir le Made in Canada? Oui, bien sûr, c'est partie de leur promotion. Est-ce qu'ils vont continuer à passer des nouveaux accords commerciaux? C'est assez probable, bien que politiquement, en Europe, ce soit difficile à vendre, mais dans d'autres régions du monde, c'est assez vendable. Nous, on a du mal à finir l'accord avec le Mercosur, mais en même temps, les Anglais seront les bienvenus probablement à rejoindre le TTP. Donc voilà, là-dessus, il y a des trajectoires qui s'analysent aussi par secteur. Est-ce que mon secteur fait l'objet d'une forte identification nationale? Est-ce qu'il est très visible et donc du coup peut-être symbolique d'éventuellement sanctions comme l'acier ou l'automobile, qui sont des secteurs qui sont assez exposés aux droits de douane, comme on l'a vu avec Trump. Voilà. Là, il y a une interrogation plus qu'une anticipation, et donc un sujet de veille, mais là aussi avec des stratégies qui peuvent y faire face. On va en parler après. Ensuite, il y a toute la digitalisation qui est quand même le territoire où on a fait des pas en avant, mais gigantesques, ces dernières années, en particulier depuis un an. Alors, je ne vais pas tout raconter à la digitalisation, mais je pense qu'il est important de voir que d'abord, pour tous les business de services, cette digitalisation et les récentes transformations permettent d'accélérer l'internationalisation des services. Des services, s'agissant aussi de services associés à l'industrie. Ici, en haut à gauche, je vais une illustration qui est censée représenter ce que ça peut être qu'une télémaintenance, une maintenance à distance. Vous avez au milieu, au centre, en haut, avec le petit écran, vous avez une consultation médicale avec une interprète qui vient donc renforcer la capacité de communication des parties prenantes. Et là, on peut imaginer quand même beaucoup aussi de prestations, de conseils dans lesquels une tierce personne vient disons, faciliter l'interprétariat de la relation. Et donc, on peut imaginer de l'architecture à distance, on peut imaginer du conseil à distance, modulo ces interprètes. On a le e-learning. Bon, alors les étudiants ne sont pas fanats du e-learning apparemment, mais je pense qu'ils seront ravis de retourner en cours et de retourner dans leur salle, dans leurs amphis. Mais néanmoins, je pense que voilà, beaucoup de gens ont fait l'apprentissage du e-learning pendant cette crise et je pense que le curseur, encore une fois, on ne reviendra pas au status quo ante de 2019. En bas à gauche, la télémédecine, qui s'est quand même fortement banalisée en très peu de temps. Je pense qu'aujourd'hui, les médecins qui ne proposent pas de télémédecine, de téléconsultation, sont de moins en moins nombreux. Mais il y a un an, il n'y en avait quasiment aucun. Donc, bon, là, il y a eu une adoption forcée, c'est un autre exemple. Et puis, vous avez tout ce qui est donc SAV, service SAV, maintenance, performance des installations à distance aussi,
Cette image qui a l'air un peu d'être un peu de la science-fiction, en fait, ne l'est pas du tout. Et certaines usines sont maintenues comme ça, sur des alias digitaux qui reproduisent leur fonctionnement. Et on peut analyser l'usure d'une pièce, le remplacement, les conséquences de le remplacement d'une machine, etc. Et donc, chaque entreprise, chaque usine a un peu son alias digital qui permet de faire des tests et d'améliorer la maintenance. Dans l'informatique, dans mon domaine, ce qui est en bas à droite, c'est l'éclosion des API, qui sont une forme de distribution de l'intelligence dans la programmation. L'intelligence était dans le logiciel et maintenant l'intelligence est dans l'activation des intelligences des API. Je ne vais pas élaborer plus, mais c'est aussi une autre manière de concevoir le logiciel qui n'est pas sur le serveur d'exploitation, mais qui est en fait beaucoup plus distribué grâce à l'interconnexion. L'autre aspect important, c'est la digitalisation des produits. Alors là, il y a plein de facettes, mais j'ai voulu illustrer celle de l'impression 3D, qui est adoptée par BMW Moto, qui permet tout simplement d'imprimer des pièces détachées à partir d'un fichier qui est vendu par BMW. Et voilà, avec une industrie de l'impression de ces pièces sur mesure, qui permet donc du coup de faciliter beaucoup l'approvisionnement en pièces détachées, des pièces détachées extrêmement variées, et puis des exportations qui n'ont aucun droit de douane. Donc, vous exportez un fichier, vous encaissez le prix du fichier, mais vous ne payez pas de droit de douane. Et donc, il y a toute une littérature qui se développe en ce moment. Et j'ai voulu mettre cet exemple à 100 000 tariff exemption versus 3D printing. Toutes sortes de gens qui réfléchissent en disant finalement, tout le monde veut nous embêter avec des droits de douane, mais finalement, si on fait de l'impression 3D, eh bien, on n'a plus tous ces problèmes-là. Alors, bien sûr, Internet, ce que les gens retiendront beaucoup, hein, c'est les ventes digitales. Là, en haut à gauche, vous avez l'évolution des ventes de Walmart en ligne, avec des croissances à 30-40% historiques et plutôt 74-97% en ce moment. Donc, c'est quand même des croissances très violentes. En haut à droite, vous avez les ventes de certains nombres de produits entre 2019 et 2020 sur Tmall, une place de marché chinoise. Donc, il y a des croissances entre 20 et 130%. Voilà, le développement aussi de l'e-commerce en Chine, avec un exemple comme Jumia, mais il y a d'autres plateformes. Ça, évidemment, l'e-commerce, c'est central dans la construction des nouvelles stratégies. On va en reparler. Surtout que la grande tendance dans l'e-commerce, c'est l'e-commerce cross-border. C'est un e-commerce plus compliqué qui implique un franchissement de frontières, mais qui permet à une entreprise basée dans un pays A de vendre à travers des réseaux digitaux du pays B eh bien, des produits. Donc, les parts de marché, par exemple en Chine, les places de marché qui proposent ce genre de services ne sont pas exactement les mêmes que celles qui vendent des produits chinois. Donc, en fait, il y a eu une spécialisation. Et en haut à droite, vous avez les places de marché chinoises qui sont spécialisées dans le cross-border, c'est-à-dire dans la vente de produits importés. On va voir aussi qu'il y a énormément de modes d'entrée possibles et imaginables. Et ce cross-border peut être aussi fait tout simplement avec le site web de l'entreprise et des solutions de logistique, de dédouanement, de fiscalité, d'enregistrement, etc., externalisées qui permettent d'avoir une approche légale et non pas pirate, mais une approche légale de la vente cross-border à partir d'un point unique et dans le monde entier. C'est l'exemple en bas à droite de ces gens qui font apparemment des ampoules et qui ship around the world, donc c'est livraison partout, associé avec un social media, avec un compte sur un réseau social. Ce qui renvoie évidemment à la vente et à la promotion des produits sur les réseaux sociaux. Là, j'ai pris l'exemple d'Instagram et de WeChat, deux réseaux sociaux où la vente s'est fortement développée. Et donc, voilà, on voit que les surfaces et les occasions d'exposer les produits sont multipliées et les logistiques sont simplifiées. Enfin, les achats sont simplifiés. Après, la logistique, c'est une autre histoire. Les achats sont largement simplifiés et tous ces cas.
L'autre aspect, évidemment, qu'on ne peut pas, c'est-à-dire là, on fait cette réunion sur Zoom, qu'on ne peut pas ne pas évidemment aborder, c'est la réunion distancielle. Alors, la réunion distancielle, bon, beaucoup de gens me disent oui, mais dès que je peux, j'arrête. Moi, je ne crois pas. Moi, je crois que dès qu'on peut, on remettra le curseur un peu quelque part entre les deux et on continuera massivement à faire des réunions distancielles. Elles ont énormément d'avantages. On va revenir dessus après, mais tout le monde les a adoptés, tout le monde les connaît. Que vous vouliez parler avec un Indien, avec un Australien ou avec un Français, vous faites aujourd'hui une réunion distancielle et ça va rester chez les gens. Surtout que les technologies qu'on connaît aujourd'hui ont bien sûr vocation à être améliorées. L'illustration en haut à gauche est une proposition actuelle sur le marché de Cisco. Vous voyez à peine la différence entre les gens qui sont dans la réunion et les deux écrans avec les 4 personnes qui sont en dehors de la réunion, qui sont en remote. Vous avez en haut à droite des écrans qui permettent d'avoir à la fois l'image de la personne qui parle ou des personnes qui parlent et puis les data ou les produits ou les informations qu'ils veulent partager. Et puis, toujours dans cette remote, vous avez le remote selling. Donc, il y a la réunion remote, mais aussi le remote selling qui est ce qu'on appelle la vente sur Internet, mais pas la vente e-commerce classique. C'est la vente avec donc une vendeuse, quelqu'un qui montre et qui vend les produits à un acheteur. Donc, en fait, c'est du one-to-one. Vous arrivez, ce n'est pas les ventes en streaming, vous arrivez, vous dites, voilà, je voudrais des chaussures. La fille a un téléphone portable rouge, on voit qu'elle parle au téléphone portable, mais en fait, elle parle à un client. C'est du one-to-one. Et bien sûr, ça, c'est la version artisanale que vous avez à gauche, vous avez la version industrielle à droite, où là, on voit que c'est du multiple one-to-one, une armée de gens qui prennent les appels entrants et qui vendent des produits. Alors, est-ce que ça marche? Ben oui, ça marche très, très bien. Une marque de bijoux chinois a adopté ça quand il y a eu le lockdown en Chine sur Q1 2020. Ils ont switché tout sur les ventes en streaming. Et puis, quand le lockdown a été levé, eh bien, ils ont gardé leur vente en streaming. Ils n'ont pas du tout désactivé ce canal de vente. Ils l'ont poursuivi avec beaucoup de bonheur en vendant des bijoux à 100, 200, 300 euros, alors qu'en boutique, ils vendent plutôt de la joaillerie à 500, 1000 plus. Mais ils sont très contents de ce canal de vente. Ils le poursuivent et ils le gardent. Un autre élément qui est très important pour le commerce international, c'est cette idée de remote interpreting. C'est nouveau. L'interprétariat était une activité assez élitiste, haut de gamme, extrêmement coûteuse et très, très réglementée, et du coup qui faisait qu'elle était inaccessible. En fait, elle est quand même très nécessaire, car dans les conversations sur Zoom, si chaque fois que vous parlez, la personne va traduire en chinois, le chinois répond, traduit en français, etc., on n'a pas fini, ça fait des Zooms de 5 heures, c'est une catastrophe. L'interprétariat, c'est l'idée que pendant que vous parlez, la personne parle en même temps en chinois au chinois et ça fait le match retour en français et donc ou en anglais ou quelle que soit la langue. Et donc, du coup, ce remote interpreting, ça, c'est quelque chose de très, très excitant pour la communauté d'affaires commerce international parce que vous allez pouvoir accélérer considérablement avec des prix beaucoup plus bas puisque c'est le marché mondial. Votre interpréteur, peut-être qu'il sera en Inde. Peut-être qu'il sera en France, peut-être qu'il sera à l'île Maurice, je ne sais pas où il sera, mais peu importe, à la limite, il fera l'interprétariat entre vous et vos interlocuteurs, et ça ira beaucoup, beaucoup plus vite, ça va gagner beaucoup de temps. Un autre point au-delà de la digitalisation, c'est le combat, la compétition, le défi des exportations décarbonées. Là, j'ai voulu illustrer à la fois des exemples dans différents pays, mais aussi donc, sur TUV, le fait qu'on s'intéresse au cycle de vie, qu'on s'intéresse à l'empreinte carbone du produit et qu'on s'intéresse à l'empreinte carbone de l'entreprise. C'est 3 dimensions intéressantes. À droite, j'ai voulu illustrer le shipping, qui est évidemment un point clé. Le carbone neutral shipping, qui est quelque chose qui va probablement être très important à afficher, notamment dans les produits retail, l'attente des consommateurs pour du local, des produits locaux étant souvent associés à une minimisation de l'impact carbone. Je veux dire par là que les gens aiment bien consommer local, même si c'est un produit qui n'est pas national. Et le zéro impact carbone de shipping, c'est une manière de remettre un peu les produits à concurrence. Voilà. Ça, c'est un point très important. Comme j'ai dit, ce n'est pas un sujet qui peut se traiter très vite, mais c'est une perspective qu'il faut avoir. Surtout que,
au-delà des consommateurs, les États, bien sûr, sont de la partie. Et donc, l'Union européenne, dans son agenda, dans sa roadmap green, présentée, je crois, en décembre 2020, a annoncé qu'il y aurait des taxes carbone à l'entrée. Le Biden a fait de même dans son programme. Les Chinois ne veulent pas, évidemment, être les perdants de l'affaire. Donc, le jeu à trois, on ne sait pas comment il sortira, mais il est possible qu'effectivement, et c'est assez logique du point de vue, pour ceux qui ont analysé un peu le sujet de l'impact carbone, de la réduction de l'impact carbone des activités productives, le fait de ne pas taxer les importations qui sont carbone intensives, c'est absurde parce qu'elle consiste simplement à déplacer les activités carbone intensives d'un pays à l'autre, ce qui, du point de vue du bilan écologique de la planète, pour la planète, est complètement vain. Donc, les stratégies d'évitement du carbone par externalisation ou délocalisation de la production de carbone, évidemment, ne peuvent pas être encouragées, en tout cas, on ne peut pas le laisser faire. Du coup, ça veut dire, alors il faut voir où sera le curseur là aussi, mais très clairement, le mouvement est engagé pour qu'il y ait des taxes carbone sur les frontières des grands blocs commerciaux et ensuite par représailles de tous les pays qui voudront rester dans le game. Et puis le dernier point qui est un peu c'est les modes d'entrée. Les modes d'entrée, c'est un peu la transition ensuite sur les stratégies. C'est la manière d'aborder ces marchés qui sont donc différents et qui sont très nombreux, qui sont attirants, qui sont riches, qui sont en croissance pour certains d'entre eux et qui vont l'être. Et donc, on a plusieurs éléments de réponse qu'on va essayer de balayer là. Premier que j'aime bien mettre en avant, c'est cette notion de born global. Alors, le mot n'est pas terrible, mais enfin bon, c'est comme ça. Ce sont les entreprises à internationalisation rapide. Le modèle d'internationalisation classique, c'est le modèle Uppsala. Vous êtes fort dans votre pays, vous exportez sur vos pays frontaliers, puis après, quand vous êtes fort sur vos pays frontaliers, vous créez une filiale, éventuellement vous produisez, puis après vous allez sur d'autres pays un petit peu moins frontaliers, un petit peu plus lointains, et puis après vous contrôlez. Alors c'est toujours une logique de prudence, de régionalisme, entre guillemets, d'approche régionale, et de contrôle. On est très focus sur les filiales, on essaie de... Il y a une autre approche qui s'est un peu développée, c'est ce qu'on appelle le network model. C'est, OK, je regarde où j'ai des opportunités et en fonction des opportunités, je les saisis et je construis le mode d'entrée qui va avec. Donc, si demain j'ai une opportunité au Vietnam, je la traite d'une certaine manière, peut-être avec un négociant. Si j'ai une opportunité en Hongrie, je la traite avec un agent. Si j'ai une opportunité en Allemagne, je la traite en direct, etc. Je trouve différents modes d'entrée pour accéder à ces opportunités. C'est compliqué parce que ça fait plein de modes d'entrée à gérer, plein de pays qui sont traités différemment. Donc, il y a un manque de capitalisation, d'amortissement de la connaissance, etc. Le mode d'entrée global, la borne globale, c'est une conception d'entrée de jeu du produit, de l'équipe et de la distribution sur un mode global, c'est-à-dire sur un mode qui soit soutenable, qui soit consistant, cohérent au niveau de, alors pas le monde entier, mais disons un certain nombre de pays. C'est ce qu'ont adopté toutes les boîtes de tech qui, comment les gens de Blablacar sont devenus numéro 1 en Inde ou numéro 1 en Russie, c'est parce qu'ils étaient complètement agnostiques. Ils ont réussi à devenir complètement agnostiques de la géographie. C'est-à-dire vraiment, l'Inde, OK, c'est quoi les réseaux sociaux, c'est quoi la population, c'est quoi la pratique, c'est quoi la taille des voitures, c'est complètement agnostique de là où ils venaient. Ce n'est pas tellement le modèle Uppsala. C'est le modèle Born Global, c'est-à-dire n'importe quel pays est susceptible, s'il représente une opportunité business, d'être traité selon le modèle, qui est le modèle qu'on a implanté dans notre pays d'origine, qu'on a appris à manipuler sur une dizaine de pays, et après qu'on scale up sur plein d'autres. Alors, un des chercheurs, le chercheur qui a inventé ce mot Born Global, c'est donc Gary Knight, qu'on avait eu l'occasion d'inviter à la fabrique il y a 1 an en présentiel. Il était venu des États-Unis pour nous voir en janvier 2020, un peu une autre époque, et il nous avait raconté cette histoire, donc parce qu'évidemment, tout le monde lui dit « Oui, mais c'est très tech, ton histoire ». Et lui, il raconte toujours cette histoire d'une boîte de shampoing pour chats et chiens qui, au départ, était purement régionale sur quelques États aux États-Unis et qui, après une vente à Taïwan, a pris une trajectoire globale. Et aujourd'hui, il vend sur 28 pays et fait
la plupart de son chiffre d'affaires à l'export. Et donc ça, c'est un peu le modèle de la PME exportatrice qu'on veut arriver à faire grandir, c'est-à-dire multi-pays, absorption donc du risque d'un pays par les 27 autres, donc moins d'aléas, capitalisation sur le mode d'entrée et sur le marketing. On essaye le plus possible d'aller au bout du mode d'entrée qu'on a choisi. Je pense que là, ça doit être par des distributeurs pour eux, mais ça pourrait être par le e-commerce, ça pourrait être de différentes manières. Et donc, il y a cette espèce de savoir-faire qui s'accumule dans la borne globale, qu'on peut appeler borne, ce n'est pas un très bon mot, mais la compagnie globale, la PME globale, et qui du coup, ensuite, quand elle est face à une entreprise domestique pour qui les ventes export sont un peu marginales et reste très pensée, très centrée sur le marché domestique, eh bien, elle est meilleure parce qu'elle est plus performante en marketing, elle a plus d'expérience embarquée. Et ça, c'est un gros challenge pour toutes les ETI et PME exportatrices, c'est de se retrouver face à ces genres d'animaux qui sont quand même très, très rodés pour l'international, avec des outils, donc justement, marketing et une maîtrise de mode d'entrée qui est très forte. Dans l'exploration des modes d'entrée, il y a quand même l'idée que il y a une capacité de projection qui est augmentée. Alors, je ne pense pas qu'on va entièrement fonctionner en distanciel, mais je voulais quand même vous montrer les avantages du distanciel. Dans cette réunion imaginaire, vous avez les gens en bleu, ce sont vos équipes commerciales à gauche, vos équipes de production ou technique à droite, et puis un représentant. Donc là, vous pouvez imaginer que vous êtes en Colombie, dans une salle de réunion chez un prospect. Vous avez donc des ressources françaises qui sont projetées dans les écrans, et puis vous avez une sorte d'agent de liaison qui, lui, est sur place et qui fait le lien humain, le lien physique avec les participants. Cette forme de prospection qui allie donc du présentiel, ce qu'on appelle le dernier maître relationnel par le représentant, et puis de la compétence, puisque vous pouvez projeter 4 personnes, mais vous pourriez en projeter N sur cette réunion, eh bien finalement peut être préféré, si vous voulez, à la réunion où quelqu'un prend un avion, peut-être 2 personnes prennent un avion, vont en Colombie et doivent répondre à toutes les questions du prospect. Et donc, pour les coopérations complexes, par exemple, on peut imaginer que ce genre de réunion a un vrai avantage et a vocation à durer. Et donc, les modes d'entrée qui vont avec peuvent aussi être différents. Par exemple, ici, le mode d'entrée, c'est un représentant qui est part-time, hein, mais qui fait le lien, qui est présent, qui rassure, qui incarne votre entreprise pour les gens qui sont dans cette réunion. Et puis, la projection de beaucoup de ressources en direct. Voilà, donc ça, c'est un mode d'entrée qui finalement est assez direct. Il n'y a pas de distributeur, il n'y a pas d'agent, mais le représentant peut être un agent d'ailleurs. Mais voilà, c'est un peu différent du distributeur, c'est un peu différent des modes d'entrée qu'on a l'habitude de manipuler. Sur les modes d'entrée, évidemment, il y a la vente à distance par Internet, avec des offres qui commencent maintenant à se développer de manière assez crédible. Là, en l'occurrence, Amazon sur 11 pays, donc Europe, Asie, Amérique, pour vendre d'une manière assez homogène, toutes choses égales par ailleurs, mais relativement homogène, sur plusieurs pays avec une logistique intégrée. Donc ça, c'est des choses qui sont extrêmement sophistiquées, extrêmement nouvelles, extrêmement complexes, mais qui permettent des démultiplications assez importantes. Et donc, on peut tout à fait imaginer qu'avec un compte Instagram bien inspirant et une distribution par Amazon, on puisse vraiment arriver assez vite à percer dans beaucoup de marchés. Et donc, ça, c'est tout à fait dans la logique globale, hein, et globalisation accélérée. Alors, il faut bien aujourd'hui imaginer que le e-commerce, c'est devenu un savoir-faire extrêmement sophistiqué, mais vraiment très sophistiqué. Alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas le propos de cette réunion, mais ça, il y a au moins 10 à 15 modèles de distribution par le e-commerce. On a beaucoup parlé du click and collect, on a beaucoup parlé enfin bon, il y a eu plein de solutions qui sont mises sur la table et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait vraiment beaucoup de modes d'organisation différents. Là, il y en a 4 qui sont illustrés. Le propos n'est pas de les expliquer, le propos est de montrer qu'en fait, il y a une ingénierie très subtile
entre la commande, donc d'abord le canal qui prend la commande, la collection de la commande, le stock, qui a le stock, la livraison. Voilà, il y a tous ces éléments qui rentrent en ligne de compte, qui préparent la commande, le cas échéant. Et ça rend, il y a besoin d'une créativité, voire de partenariat ad hoc pour vraiment bien explorer ce territoire. Les modes d'entrée, c'est aussi une littérature, si vous voulez, une réflexion qui revient vraiment à la surface avec ces besoins de se projeter dans plus de pays et d'aller plus vite, avec une répartition des rôles entre les forces au centre dans l'entreprise et les forces dans des périphéries plus ou moins lointaines. On peut avoir des périphéries intermédiaires, des périphéries où il y a de la production ou pas, des périphéries où il y a de la distribution ou du marketing ou pas. Et là, en fait, il y a vraiment une carte de compétences à construire dans l'entreprise qui est illustrée par ce schéma, mais qui est où est-ce que je mets des compétences et comment ces compétences mises à bout permettent de faire effectivement un soutien aux ventes ou des ventes elles-mêmes qui soient efficaces. Là, il y a donc une grosse réflexion. Est-ce que mes modes d'entrée aujourd'hui fonctionnent? Est-ce que les modes d'entrée que je maîtrise ou que je connais peuvent être plus efficaces dans la période à venir? Est-ce que je dois aller chercher des modes d'entrée nouveaux que je ne connais pas? Mais à ce moment-là, je vais les chercher avec qui? Voilà, ça c'est toute une réflexion à mener. Alors, ça c'est un peu le terrain, si vous voulez. On a un peu déblayé le terrain. Et on va, pour conclure, essayer de tirer un peu les enseignements en termes de stratégie. En fait, on a d'abord le sentiment que les crises sont un mode de fonctionnement assez récurrent de l'économie et que donc, du coup, être sur plusieurs pays, pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées, est un gros avantage, très, très gros avantage. Et que donc, il faut probablement vraiment, dans le choix de stratégie, dans le choix de mode d'entrée, choisir tout ce qui permet d'aller vite sur un grand nombre de pays. Ça peut paraître une phrase banale, mais si vous réfléchissez à Uppsala, qui est le modèle sur lequel toute l'internationalisation des entreprises a été construite depuis des années, c'est-à-dire je prends mon pays, je vais pas loin, je crée une filiale, c'est un mode d'expansion très lent, assez coûteux, puisque créer des filiales, ça veut dire créer des sociétés, apprendre gérer des boîtes sur place, etc. Assez coûteux en temps et assez lente, et pas du tout, donc du coup, en phase avec l'idée d'être déployé sur 10, 20, 30 pays en 10 ans. Donc ça, c'est vraiment un challenge très important pour la stratégie d'entreprise exportatrice, qui est comment est-ce que je trouve une stratégie qui me convient, mais qui peut aussi se déployer sur un grand nombre de pays relativement rapidement. Ensuite, il y a le sujet des stratégies internationales à forte valeur ajoutée. Aujourd'hui, vendre un produit en tant que tel, ça n'a pas tellement d'intérêt pour l'importateur ou le distributeur qui va le distribuer. L'importateur ou le distributeur veut avoir un environnement de services de formation, de services de soutien marketing, de services de mesure de la performance, toutes sortes de services qui vont aller avec le produit et qui vont créer sa valeur ajoutée. Et de sorte que la différenciation ne se fera pas tant sur le produit, mais sur les services qui sont autour de lui. Ça, c'est un élément qui était déjà là, auquel le Covid n'a rien changé, mais qui se renforce à chaque étape. Les services, ça veut dire aussi la compliance, la capacité à assurer la compliance du produit, assurer tous les services qui font que pour le client, le produit devient non plus un produit, mais devient une création de valeur. Pour ça, c'est l'action 8, il faut beaucoup monter en gamme les compétences internationales des entreprises. C'est-à-dire qu'on a vu dans le e-commerce, on a vu dans la décarbonation, on a vu dans la variété des modes d'entrée, il faut être capable de se projeter dans des territoires qui sont assez nouveaux, assez différents et assez divers les uns des autres, qui font appel à des compétences très différentes. Et ça, c'est un élément très important qui se joue un peu dans l'entreprise et qui se joue aussi et beaucoup dans le réseau de compétences, c'est-à-dire d'être capable de trouver quelqu'un qui va organiser le recyclage de votre produit au Nigeria, quelqu'un qui va monter un site de e-commerce au sein d'eBay pour revendre vos produits en deuxième main, enfin en occasion. Toutes ces compétences digitales de distribution, de différents canaux, ces choses-là, c'est des choses qu'il va falloir trouver en partenariat. C'est très difficile pour les PME ETI de gagner ça en compétences internes. Ce serait idéal, mais ce n'est pas facile et c'est très lent. Et puis, d'une manière générale, alors là, ce n'est pas une adresse aux entreprises, c'est plus une adresse à l'écosystème en général,
le fait d'investir dans la formation initiale en international business. On est parti un peu en France historiquement sur l'idée que le commerce international, c'était une technique qui consistait beaucoup dans la douane, le shipping, les incoterms, les crédits documentaires. Et donc, du coup, l'enseignement et la formation s'est beaucoup focalisé sur ces sujets de commerce international au sens vraiment technique du commerce international. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, un bon collaborateur pour l'international, c'est quelqu'un qui a une vision international business, c'est-à-dire qui est capable de déployer des solutions beaucoup plus larges que les problèmes d'expédition, de douane et de crédit documentaire, mais de vraiment créer un business, créer des conditions de business, créer un réseau de compétences, créer un réseau de distribution, entrer sur le e-commerce et manipuler tous ces modes d'entrée. C'est ce qu'on appelle l'international business, c'est-à-dire l'art de trouver une manière de faire des commerces dans un autre pays. Et ça, c'est vraiment une compétence qu'on doit développer et une formation qu'on doit pousser. Pour ça, on a aussi une autre arme qu'on doit plus explorer dans notre pays. On l'a déjà fait, mais on doit encore pousser plus loin. C'est la coopération inter-entreprise. On a vraiment, pour les mêmes raisons des besoins de compétences en particulier, besoin de trouver des manières plus originales et plus systématiques pour que les gens collaborent à l'exportation. Ça veut dire quoi, collaborer à l'exportation? Ça veut dire partager d'abord de la connaissance sur les pays, sur les solutions business, sur les modes d'entrée, sur les marchés, les opportunités, mais c'est aussi partager parfois des efforts marketing, partager une étude de marché, partager un stand sur un salon. Puis ça peut être aussi de simplement partager des actions commerciales communes, portage de l'un par l'autre, mandater un représentant commun, bon, etc. C'est des choses qui permettent d'économiser de l'argent ou à budget égal de monter en compétences et de monter en gamme dans les solutions déployées. C'est quand même très, très intéressant à explorer. Alors, vous allez me dire, oui, mais pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas aussi parce que ça manque d'outils et de solutions dans notre pays pour que si demain, l'entreprise qui fait des machines-outils et veut les exporter au Brésil trouve facilement des pairs et puis même des pairs qui sont un peu dans la même disposition d'esprit, qui sont ouverts à la coopération. Et pourtant, Dieu sait si, à travers vos réseaux, notamment CCE, mais à travers d'autres réseaux, il y a cette capacité à aller chercher de l'information. On est toujours un peu surpris par le fait que l'appétit de collaboration n'est pas là. Or, là, la crise a peut-être un petit peu changé les choses. Les gens, là aussi, ont été obligés d'adopter la collaboration. Ils ont été obligés de beaucoup plus coopérer. Ils ont beaucoup moins pu faire tout seuls, ou en tout cas avoir l'idée ou l'illusion qu'ils pouvaient tout faire tout seuls. Et là, ça ouvre, c'est le moment en tout cas de repousser toutes ces solutions, de pousser en avant toutes ces solutions, de mettre en avant, pardon, parce que c'est vraiment un moment favorable pour l'exportation collaborative et pour toutes les formes de coopération qui apportent de la connaissance. Et voilà, il reste un peu à structurer tout ça et à augmenter le savoir-faire lié à cette coopération, parce que bon, c'est comme toute coopération inter-entreprise, il y a aussi ses risques, ses difficultés, et il faut savoir les maîtriser. Et puis pour finir, quelque chose qui est aussi plutôt là, écosystème, c'est un récit moderne du commerce international français. Je pense qu'il est très important qu'on redéfinisse l'archétype de la PME exportatrice, parce qu'aujourd'hui, la PME exportatrice, dans l'imaginaire de beaucoup d'investisseurs, de banquiers, de familles, de parents d'élèves, c'est une boîte très française, qui fait sa résilience sur le marché français, enfin, qui fonde sa résilience sur le marché français, sur lequel elle fait 60-70% ou plus de son chiffre d'affaires, et qui a des ventes à l'export. Cette organisation, avec les ventes France, les ventes à l'export, ce genre de schéma est très, très difficile à apporter, à mon avis, dans les années à venir. La PME exportatrice, c'est une PME qui a une vision globale de ses marchés, qui a un marché qui s'appelle France, qui a d'autres marchés qui s'appellent avec d'autres noms, et qui essaye d'avoir une approche beaucoup plus large de son produit, de ses ressources humaines, de ses manières de distribuer, qui donc justement sont pensées pour être scalable, non pas sur le marché français et avec une autre approche sur le marché ailleurs, mais sur l'ensemble des marchés, la France incluse. Ça, c'est vraiment un effort. Ça peut paraître assez simple comme pensée, mais regardez le nombre d'entreprises qui ont une direction France et une direction export.
à peu près toutes les PME exportatrices sont organisées comme ça, ou 80% d'entre elles, et sur lesquelles il y a une incohérence ensuite sur le choix du produit. Le produit est-il pensé pour la France, ou le produit est-il pensé pour le marché mondial? Il y a, et ça peut être pour nous, c'est un plaidoyer pro domo, mais il y a quand même l'idée de dire que cette compétence en commerce international, elle doit être reconnue, et les acteurs qui l'apportent et qui l'incarnent doivent être reconnus. C'est-à-dire que c'est important pour un pays d'avoir des réseaux comme le vôtre, des compétences, des people, des profs, des chercheurs, des success stories sur l'international, et les porter plus comme une vraie reconnaissance sociale de compétences. S'il y a une reconnaissance sociale de compétences, à ce moment-là, les parents d'élèves ou les élèves seront plus enclins à apprendre les langues, à aller chercher, à s'inscrire sur des masters de commerce international, à aller chercher des formations qui aujourd'hui font un peu défaut. Aujourd'hui, quelqu'un qui fait une école de commerce n'apprend pas le commerce international. Je suis désolé, si vous regardez les cours d'une école de commerce, ça n'apprend pas le commerce international, ça n'apprend pas à créer une relation cross-border. Et puis la marque France, c'est quelque chose qui existe en France, mais quand vous êtes à l'étranger, vous avez de très peu exposé aux signaux sur la marque France. Et donc, il y a beaucoup de pays qui managent très bien leur communication et qui mettent plus de signaux. Alors là, en ce moment, c'est évidemment un petit peu brouillé tout ça, mais dès que la pandémie sera un petit peu passée, dès que l'effet des vaccins, tout ça, il faut que les gens penseront un peu à autre chose, il faudra revenir très fort avec de la com pour revenir sur le marché, nettoyer un peu les images des 2 années de pandémie et revenir avec une com beaucoup plus proactive. Voilà, c'est ça un peu le schéma de ce manifeste. J'ai voulu plus insister sur la première partie parce que je pense que c'est là qu'on puise l'inspiration. C'est là qu'on a des idées qui inspirent ensuite la suite et qui donnent du sens à la suite. Mais bien sûr, il y a plein de manières de regarder le futur et ce n'est qu'une contribution. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de multiplier les contributions, qu'il y ait d'autres organisations qui publient aussi des visions du commerce international sur sa pratique en particulier, parce que je pense qu'une grande partie du problème est plus microéconomique et gestion que macroéconomique et économique. Et donc, du coup, c'est là qu'à mon avis, il y a un énorme travail d'éducation, de transformation, d'adaptation, mais qui doit être fait entreprise par entreprise et à partir de porte-parole, à partir d'ambassadeurs, de gens qui se disent oui, moi je pense aussi que cette pratique de l'international va beaucoup changer dans les années à venir. Et je pense qu'autour de moi, les entreprises, mes clubs, les réseaux, les gens qui sont autour de moi, eh bien, je veux porter ce message pour qu'eux aussi réfléchissent par rapport à leur secteur, leur entreprise, leur trajectoire, leurs compétences, leurs collaborateurs, par rapport à eux-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux de s'adapter à la croissance donc, des 10 années à venir? Voilà, j'ai été un petit peu long, je crois. Alexandre, j'espère que tu ne m'en veux pas. Je vois qu'il y a des questions, je n'ai pas eu le temps de les regarder, je suis désolé pour ceux qui en ont posé, mais on va pouvoir en tout cas répondre aux questions maintenant. Ça t'a permis d'être complet, tu as été très clair. Pour te dire, il y a très peu de questions pendant ton exposé car il est particulièrement clair. On sent que tu maîtrises cette matière et que quand tu parles de fabrique de l'exportation et qu'on parle de valeur ajoutée, tout de suite, on le voit concrètement. On passe de l'exportation de produits à la fabrication de services qu'on vend depuis notre pays et qu'on arrive à produire depuis notre pays et à le vendre à distance. Non, on l'a vécu avec toi.